Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue débarque à Rouyn-Noranda du 28 au 31 août. Venez célébrer avec nous le meilleur de la musique québécoise en compagnie de Jay Scott, Claude Pelgag, Les Trois Accords, Ariane Roy, Pierre Lapointe, Marie-Pierre Arthur, Shreeze et bien d'autres. Réservez vos billets dès maintenant au fmeat.org. C'est la rentrée à l'UQAM et comme à chaque début de session, à choc.ca, la radio des étudiants de l'UQAM, on est en période de soumission de projet. Ça veut dire que votre rêve de présenter votre concept d'émission est devenu réalité. Et ce qui est fantastique, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en radio. Notre équipe ici en a, puis on est là pour vous accompagner. Du 25 août au 22 septembre inclusivement, c'est le moment de nous montrer vos couleurs. Le formulaire d'inscription est disponible en bannière sur le site web de choc.ca. En tant que directrice de la programmation, je vous donne un petit conseil si vous voulez vous démarquer. Soyez le plus précis possible dans votre description. Puis pour la démo, pas besoin de vous louer un studio de production d'envergure, là. Ça peut se faire directement sur votre téléphone. J'ai super hâte d'entendre vos propositions. Rendez-vous sur choc.ca jusqu'au 22 septembre. Du 2 au 4 septembre, l'UQAM vous invite à sa grande rentrée musicale, une série de spectacles gratuits pour célébrer l'année scolaire qui commence. Mardi, c'est la grande rentrée musicale présentée par Choc.ca avec Cha Frank et Bon à la Place Pasteur. Mercredi, l'UQAM en spectacle fait sa rentrée avec notamment Laura Chambry, Gazebo Gang et Will Véro. Enfin jeudi, c'est Naomi et Clay and Friends à l'Espace Saint-Denis. Plusieurs autres activités sont offertes, donc pour la programmation complète, rendez-vous sur uqam.ca/grande-rentrée. Salut, c'est Larynx. Vous, ça vous choque? Moi, ça me débloque. Le destin, je l'ai trouvé ici, à Choc. Jaune civique. Jaune civique? Un balado scientifique pour nous mobiliser. Ça, c'est plus un modèle qui est soutenable, là, étant donné qu'on les femmes aussi sont sur le marché du travail. On arrive avec la double journée de travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Margie d'Anjou, candidate au doctorat en administration à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et qui se spécialise sur les dynamiques dans les ménages et pourquoi les hommes s'y investissent moins. on peut pas compter sur les femmes de ménage pour faire le ménage dans nos ménages. Ben là, la femme de ménage vient, mais je vais me ramasser vite parce que je veux pas qu'elle pense qu'on est complètement bordélique. Bienvenue à Onde Civique. Et c'est parti! On aborde entre autres les questions suivantes. C'est quoi le travail invisible? Quels sont les autres modèles de partage des tâches ménagères? Pourquoi les hommes s'impliquent moins dans le travail domestique? Comment les hommes font pour avancer leur carrière pendant leur congé parental? Quelles sont les limites des mesures de conciliation travail-famille en entreprise? Est-ce que c'est parce que les hommes sont moins musclés qu'on les félicite plus que les femmes de pousser une poussette au parc? Les top modèles de la répartition des tâches. Saison 1, épisode 8. Charleroi. Maryse Tremblay. À l'épisode précédent, on a rencontré Paolo pour mettre la table de l'organisation des ménages dans l'histoire du Québec. Oui, avec Paolo, on a commencé à réfléchir à la deuxième solution de Catherine, une meilleure répartition du travail invisible. Mais là, on voulait s'immiscer un peu plus dans le quotidien de monsieur, madame, tout le monde, là, pour mieux comprendre les comportements des gens, des couples. Et c'est pourquoi on rencontre Margie d'Anjou. Elle est étudiante au doctorat en administration et elle s'intéresse particulièrement à l'implication des hommes dans la sphère domestique et au travail non rémunéré. Ben, en tout cas, moi, je connais Margie parce qu'elle aussi, c'est une collègue au doctorat. On parle beaucoup d'enjeux de travail. Fait que, bon, en gestion, ça nous concerne. J'ai souvent entendu parler de son projet plus spécifiquement, puis de son modèle familial parce que elle et moi, on a choisi de donner le congé parental à nos chums. Ah. Puis laissez-moi vous dire que ça change vraiment la dynamique, ça. Pourquoi? Tu veux qu'on embarque sur le sujet tout de suite ou on est juste en intro? Ah, c'est vrai. Mais en tout cas, quand on parle de mieux répartir la charge domestique, je pense que c'est quand même un point de vue intéressant à discuter. La première question qu'on lui a posée, c'est si elle manquait de temps de qualité. De l'entrevue, septembre 2024. Oui, je crois que c'est... je pense qu'on s'en sort pas. On se met tellement de pression à plein d'égards, donc... on finit toujours par avoir une liste interminable et on a l'impression de manquer de temps. Peux-tu nous résumer ton projet de thèse? Oui. Donc, en fait, ça partait de l'idée d'essayer de comprendre pourquoi les hommes ont moins tendance à utiliser les mécanismes de conciliation travail-famille. Donc, c'était mon point de départ.
Et puis, avec le temps, donc, l'idée a progressé parce que j'ai réalisé que la conciliation travail-famille est comme un outil de reproduction, en fait, du système dans lequel on vit. Donc, je me suis dit, bon, amenons ça un petit peu plus loin, puis essayons de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que des hommes vont s'impliquer activement dans la sphère domestique, le travail non rémunéré, pour rétablir un peu les forces, là, en fait. Donc, essayer de le voir plus large que seulement le principe de la conciliation travail-famille. Parce que mon conjoint a fait ce choix-là d'être reparé à la maison pendant 2 ans. Donc, c'est d'avoir vu aussi le contraste, là, lui à la maison avec nos enfants qui étaient en plus jeune âge, puis ensuite moi qui ai pris le relais, de voir les différences, en fait, comment les gens perçoivent un père à la maison versus une mère à la maison. Il y a beaucoup d'automatismes ou de réflexes où on se dit, ben, on est surpris, on félicite le père, et puis la mère, ben, il y a beaucoup d'allant de soi, disons. Donc, ça a alimenté beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Puis, donc, je suis partie de mon vécu pour amener ça en sujet de recherche. Est-ce que tu apprends sur toi en étudiant ça? Énormément, parce que ben, c'est ça dans le quotidien, dans le fond, puis au fil des lectures, quand on s'engage dans une avenue plus critique, on réalise des fois dans le fond, des modèles qu'on reproduit, des fois ben, inconsciemment par, dans le fond, l'éducation qu'on a reçue, par les dynamiques qui se sont installées avec le temps dans la famille, dans le couple. Qu'est-ce qu'on entend? Quelle définition? Tu en as parlé un peu de la conciliation travail-famille, là, mais quelle définition on peut en donner de façon générale? Je pense qu'on peut le voir comme tous les moyens qu'on va utiliser pour essayer de répondre à nos responsabilités dans la sphère familiale que professionnelle. Donc, on peut le voir comme un horaire flexible, les congés. Ça peut être aussi le travail à distance, le travail à la maison. Tous les congés parentaux aussi peuvent faire partie de ces mécanismes-là. Et puis, dans le fond, c'est comment ça va nous permettre d'accomplir, en fait, nos responsabilités dans les deux sphères en ayant le moins d'impact négatif possible. Oui. Puis le travail invisible, lui, comment on le définit? Bien, tu sais, je peux donner un exemple. Bien, mon conjoint s'en va travailler. Mais le matin, je vais m'assurer que tout le monde a ses lunchs. Dans le fond, je vais préparer les dîners. Je vais penser au souper. Mais ça se passe tout dans ma tête. Puis je le fais dans la cuisine à la maison, dans un lieu qui est dans le fond invisible à la sphère publique. Mais ça permet que mon conjoint ne revienne pas nécessairement à la maison pour son dîner parce qu'il va avoir de quoi manger. Même chose pour mes enfants. Ce travail-là ne paraît pas, et puis je suis pas rémunérée pour faire ça, mais ça fait en sorte que le monde continue de rouler, en fait, sans qu'il y ait trop d'interruptions. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Oui. Mais donc, tu sers l'entreprise de ton conjoint en faisant ça, parce qu'il n'y a pas besoin de s'absenter plus longtemps. Tu sais, en fait... Oui, entre autres. On pourrait le voir comme ça. On pourrait le voir comme ça. On a un héritage paternaliste où c'était surtout les hommes qui étaient sur le marché du travail au début du siècle. La révolution industrielle a fait en sorte que, on avait des hommes qui étaient spécialisés, puis on avait justement les femmes qui étaient à l'arrière-plan pour maintenir la reproduction, donc... éduquer les enfants. Donc, c'est des modèles qu'on a hérités beaucoup, en fait, de l'ère industrielle et qu'on a répété dans les années 50 avec les femmes au foyer. Bon, tranquillement, on a les femmes qui ont pris plus de place sur le marché de l'emploi, mais ça a fait en sorte qu'on est resté aussi avec cette éducation où on est responsable des soins, on étant les femmes, des soins aux enfants, des soins de la maison, de l'entretien général de notre ménage. C'est plus un modèle qui est soutenable, étant donné les femmes aussi sont sur le marché du travail. On arrive avec la double journée de travail. La femme va faire ses heures, va travailler, mais elle va revenir et elle va faire une autre journée à prendre soin de tout ce qui se passe à la maison. Donc, c'est pas un modèle qu'on peut continuer de perpétuer si on veut
hommes et femmes puissent s'épanouir aussi au travail. Là. Donc, Puis quels seraient d'autres modèles? déjà, il y a l'idée que peut-être qu'on passe trop de temps au travail. Donc, je trouvais intéressant, l'été dernier, je faisais des entrevues pour une étude exploratoire avec des hommes qui travaillent dans une entreprise là, de TI où ils ont adopté la semaine de 32 heures semaine. Et puis, un des répondants me disait, tu sais, j'ai travaillé avant dans des boîtes qui m'offraient la femme de ménage, où j'avais le gym inclus. Il y avait plusieurs avantages, mais il s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui valait le fait de retirer carrément une journée complète dans sa semaine de travail. Parce qu'il disait, ben là, la femme de ménage vient, mais je vais me ramasser vite parce que je veux pas qu'elle pense qu'on est complètement bordélique. Aller au gym, ben, c'est du temps que je dois prendre pour... Tu sais, il faut que j'organise de faire garder les enfants. Il y avait toujours quelque chose quand on ajoute un avantage. Et il a vraiment réalisé que le fait d'avoir 8 heures de moins dans sa semaine, c'est ça qui faisait toute la différence. C'est sûr que j'ai l'intention de montrer des modèles à travers ma thèse de masculinité qui sont dissidentes, en fait, par rapport au modèle du travailleur idéal qui est disponible à 100%. Après ça, dans les modèles par rapport à l'organisation du travail, je pense que oui, les organisations ont leur part de responsabilité par le fait de laisser de la liberté aux employés et de reconnaître des besoins d'absence ou des besoins, de reconnaître différentes réalités dans l'organisation, puis de les faire vivre aussi dans l'organisation. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais intéressant en répondant l'été passé. Il me disait, ben, tu sais, on est en Zoom, puis à un moment donné, il y a un enfant qui va arriver, puis bon, ben, mes collègues vont peut-être interagir avec lui quelques minutes, mais l'idée, c'est qu'on accepte, puis il y a personne qui va être excédé par le fait qu'on a pris 2 minutes pour saluer l'enfant de X qui vient de s'inviter. Trucs et astuces de recherche. On aimerait que vous vous sentiez bon et bonne pour trouver vos propres informations. Alors voici un petit truc pour vous. Vous savez, c'est très commun de trouver de l'information sur Internet et on tombe souvent sur le site de Wikipédia. C'est normal parce que c'est un des sites Internet les plus fréquentés encore aujourd'hui, mais aussi c'est parce que cette information-là est fiable. Mais on s'en doute pas tout le temps. Et aujourd'hui, on veut vous partager une conversation que Maryse et moi, on a eue autour de Wikipédia. Peut-être que dans votre cadre scolaire, on vous a rappelé le fait que c'était pas bien de citer Wikipédia. C'est vrai que tu peux pas toujours le citer, mais qu'est-ce qu'il y en est sur la fiabilité de la source? Est-ce que Wikipédia est une meilleure source d'information que l'intelligence générative comme ChatGPT, Mistral ou Manu? 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 Je l'utilise pas, ça fait rire dessus. Oui. C'est une source fiable dans le sens où, au stade actuel, ChatGPT ne va pas se préoccuper tant que ça de donner la bonne information. GPT, ou toute autre forme d'intelligence générative, va donner l'information la plus probable. Puis là, vous pouvez voir, Monsieur Phi a fait un petit vidéo YouTube sur la question, on va le mettre en commentaire, mais il explique vraiment bien c'est quoi, comment ça marche, là. Donc, vous allez pouvoir voir que il faut toujours contre-vérifier l'information de ChatGPT ou de toute autre intelligence générative. Voilà. Mais Wikipédia, au contraire, c'est une source géniale de savoir collectif. C'est des humains qui, par couche, vont modifier, améliorer l'information qui se trouve sur Wikipédia. De plus en plus, on va dire que l'information qui se trouve sur Wikipédia, c'est donc une source relativement fiable. Ouais. Ben, ça dépend. Mais c'est sûr que ça dépend beaucoup du sujet. Parce que c'est ça. Si c'est un truc très, très niché, ça se peut qu'il y ait juste une personne qui a écrit quelque chose là-dessus. Puis là, l'information d'une seule personne, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus fiable. Mais ça reste que, de manière générale, on peut quand même se fier à ce qui est écrit sur Wikipédia. Oui, puis tu as des articles aussi qui, sont surveillés par une grande communauté de personnes qui ont des savoirs sur ces sujets-là, mais tu as aussi des articles qui sont verrouillés. C'est pas tout le monde de la communauté qui peut librement modifier ces articles-là pour protéger, par exemple, je suis certain que l'article de Donald Trump, c'est un article verrouillé parce qu'il peut
il est tellement polarisant qu'il y a des gens qui pourraient se connecter sur leur compte de Wikipédia puis faire du vandalisme, par exemple. Une des façons que ce soit valide, l'information, si ça passe par justement la vérification par les pairs. C'est comme un concept en sciences sociales qui permet de valider l'information. Puis c'est quand vous allez voir des revues scientifiques, ben, ils sont généralement toutes révisées par les pairs pour valider ça, pour s'assurer de ça. Mm-hmm. Veux-tu parler de ton anecdote du filet mignon, Charles? Mon anecdote mignonne du filet mignon. Mon premier emploi, ça a été travailler dans une boucherie comme commis. Moi, mon beau-père est boucher, fait que je travaillais dans une boucherie en secondaire 1. Mais tu sais, comme informellement, là. Mais... on a ça en commun. Oui! Fait que t'arrivais le soir, puis tu sentais, là, J'avais comme les vaches mortes, là, derrière moi, là, puis j'étais dans le frigo en train de faire du steak haché. Ah ouais, moi aussi. Ça gèle les doigts, hein? Ouais, puis nettoyer cette machine, c'est-tu désagréable? Ah, ça, j'avais pas cette responsabilité. Ah, t'étais chanceuse. Non, j'haïssais ça. Fait que c'est pour ça qu'on est tous les deux végétariens aujourd'hui. On a connu l'envers du décor. Mais donc, à l'époque, j'avais remarqué que sur Wikipédia, il n'y avait pas d'article sur le filet mignon. Puis je me suis dit, ben, je vais en créer un. Puis là, tout naïvement, en 2007, je me mets à écrire, à me créer un compte Wikipédia. Puis ben là, je vais citer l'article parce que ça fait une ligne. Filet mignon, partie du bœuf la plus tendre, notamment la plus chère. Point. J'avais bien écrit ça. C'est simple et efficace. Puis la manière que ça fonctionne, Wikipédia, c'est que tu peux proposer des modifications. Fait que pas longtemps après, on parle de 6 mois après, il y a quelqu'un qui a marqué... Alors, comment tu as accès à cette liste-là de personnes qui ont contribué à travers le temps? Faut-tu que tu cliques sur un bouton particulier? Oui, en fait, si tu cliques sur le bouton « Voir l'historique », tu peux voir toute l'historique de l'article, même à la fondation de l'article, puis ça dit qui a commenté quoi, qui... Puis des fois, il y a des grosses discussions bien chaudes là, sur des fois des fois des termes, là, vraiment juste des fois, ça peut être des virgules là, sur... Qui peuvent être très signifiantes. Là. Mais donc, c'est ça. 6 mois après, il y a clairement un Français qui a écrit, qui a effacé ce que j'avais écrit. Quoi? Oui. Puis il a écrit, en réalité, en France, le filet mignon, en italique, désigne une partie du porc et parfois du veau. Ben. L'équivalent du bœuf n'existe pas en général. Ben voilà. Il parle de ça. En réalité. Oui, exactement. C'est quelqu'un qui était chauvin, qui pensait qu'il y avait la vérité infuse. Mais non, Wikipédia en français n'est pas que pour la France. Ben, la deuxième modification de mon article, la personne a repris ce que j'avais écrit, la partie la plus tendre et notamment la plus chère. Puis si vous regardez encore aujourd'hui, à ce jour-là, en date du printemps 2025, vous verrez qu'il y a une partie de ma phrase qui est dans la définition du filet mignon. Donc, oui, voilà. C'est la preuve que... On peut modifier des articles. Ça a une certaine limite parce qu'il y a des gens qui peuvent contester nos modifications si elles ne sont pas appuyées par des faits. On peut remettre en question des fois des passages qui ne sont pas assez précis. Puis en tout cas, il y a tout un système d'autorégulation très efficace et qui en fait une source de savoir assez incontournable. Wikipédia, bravo. Le 7 janvier 2014 à 20h11, on a quelqu'un qui a commenté « Le filet mignon désigne une partie du porc, parfois du veau et aussi du bœuf. C'est la partie la plus tendre et souvent la plus chère du monde. Salope! » Ah oui? Oui, check! Ben voyons. OK, j'ai vraiment créé une grosse... Ça fait peur. Une haine dans les... Oh mon Dieu. En fait, c'est juste une mécompréhension. Là. Wikipédia, c'est classé par langue, c'est pas classé par nation. Il n'y a pas une nation du filet mignon. Là. Ah, c'est drôle. En tout cas, il y a un truc de culture, là. Ah ouais. OK, on dit la bus ou le bus, Maryse? L'autobus. Tu m'auras pas. Parlez de nous à un ami. C'est votre prochain défi. Sérieux? Sérieux, mon titi. Ben oui, c'est une façon pour nous de nous faire connaître. Oui, si vous aimez ça, parlez-en. Onde civique, un balado scientifique pour nous mobiliser. Margie nous a défini le concept de conciliation travail-famille. Donc ça, c'est vraiment important pour comprendre les mesures qui ont été mises en place par les gouvernements pour avoir une meilleure justice entre les genres, à forcer les organisations à mettre en place des mesures telles que les mesures de conciliation travail-famille. Sauf que ce que Margie aussi nous révèle, c'est que c'est pas suffisant, ces mesures-là, parce que les hommes
les prennent pas. Fait que on s'est demandé, on lui a demandé qu'est-ce qui explique ce constat-là que les hommes ne prennent pas les mesures de conciliation travail-famille, puis comment est-ce que concrètement ça se vit au quotidien dans les organisations? On a posé la question à Margie, est-ce que les politiques de conciliation des entreprises favorisent réellement la conciliation travail-famille ou si c'est un leurre? Dans ce que j'ai lu, il y a encore beaucoup d'entreprises où ça reste justement une façade. Là. On se dit, on offre ce que la loi nous demande d'offrir. Souvent, ça va être très accepté que la femme va partir puis elle va prendre son congé souvent le plus long. Mais quand c'est les hommes, par contre, qui déjà partent pour le minimum là, de 5 semaines ou ensuite vont partager plus équitablement peut-être le congé parental, la culture dans l'organisation va faire en sorte que ça ne sera pas très bien vu. L'organisation leur a fait sentir que on voulait pas que cette personne-là s'absente complètement. On voulait avoir un accès sur sa disponibilité. Et puis, à ce moment-là, c'est là que ça devient problématique, en fait, parce que on comptabilise des statistiques où on se dit, oui, on a tant de participants qui ont bénéficié de ce programme-là à la hauteur de X mois, mais dans quelles conditions? Puis, il y a une étude intéressante là, qui a été réalisée en Corée. En fait, c'est que les hommes vont prendre ces congés-là, mais souvent, ça va être pour faire des formations, pour avancer leur carrière. Et souvent, ça va être ceux qui ont déjà un bon emploi qui vont pouvoir bénéficier de ces congés-là et ils vont pouvoir améliorer leur situation en allant faire des formations ou prendre le temps peut-être de se faire un plan d'affaires pour partir leur propre entreprise. Là. Donc, on a vu ça aussi avec, dans les universités, les personnes académiques, justement, pendant les congés, les femmes, ça faisait retarder leur carrière, puis les hommes en profitaient pour écrire des articles de journaux, pour les articles dans les journaux scientifiques, tout ça. Effectivement, ça semble être un... Comment ils font? Moi, quand j'étais en congé parental, j'avais pas le temps d'écrire des articles scientifiques. Non, tout à fait. Il y a aussi tout le concept de la flexibilité du temps des hommes et des femmes qui est quand même assez intéressante. Là. En fait, dans le temps de la pandémie, c'est une étude de Rinaldo et Whelan qui se sont intéressés justement à la flexibilité, à quel point on est prêt à réduire nos heures selon les responsabilités qui nous attendent à la maison. Et puis, en grande majorité, c'est les femmes qui déplaçaient leur temps de travail ou le réduisaient, tandis que pour les hommes, c'était beaucoup plus rigide. Donc, il y a une espèce de valorisation du travail qui est réalisé par les hommes, peu importe le type de profession, qui est un frein, en fait, à ce qu'on puisse justement les inviter à réduire. Je pense que ça fait partie beaucoup de l'identité masculine et puis il y a ça qu'on devrait essayer de déconstruire. Fait que ça suffit pas de juste mettre les mesures. Faut qu'il y ait un travail. Faut qu'il y ait une incitation. Faut qu'on ait justement des modèles quand si le patron le prend pas, son congé de paternité, quand arrive le temps, ça se peut bien que les gens dans son équipe se disent, si je veux bien paraître, faudrait peut-être que moi aussi, je passe mon tour. Catherine se demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change vite. Si je me rappelle de ce que tu as dit, c'est beaucoup des modèles qui nous guident. Il y a une culture de la charge domestique. Donc, pour que ça change vite, il faudrait... C'est souvent par l'expérience qu'on va se rendre compte que les choses sont possibles. Se donner la chance de vivre quelque chose de différent que le métro boulot dodo. Puis il faut ça prend du temps, mais on peut apprécier quelque chose d'autre, une autre forme de vie. Puis c'est aussi peut-être de se mettre, de se poser les questions. Tu sais, on se fait un budget dans la vie, tu sais, parce qu'on sait qu'on a un revenu qui est limité. Mais est-ce on pense pas à se faire un budget avec le temps? Mais notre temps, il va jamais exploser. Là, j'aurais pas une augmentation de temps à un moment dans ma vie, tu sais. Donc, tu sais, de penser à réellement, c'est où je valorise de mettre du temps dans ma vie. Tu sais. C'est où ça compte réellement. Est-ce que c'est de passer 40 heures au travail? Mais, tu sais, ça se peut que la réponse soit oui, réellement. Puis, si c'est ça,
ben vas-y à fond, puis tant mieux, tu sais. Des fois, il y a des moments charnières dans notre vie où on refait notre budget, justement, parce que je peux vraiment me permettre d'avoir un budget X pour les restos quand je commence à être un peu plus serrée. Ben, là, on peut se dire, est-ce que je peux encore me permettre de passer 1 heure sur les réseaux sociaux quand finalement, moi, je préférerais plutôt, je sais pas moi... Aller sentir des fleurs pendant 1 heure. Exactement, Ouais. prendre une marche à tous les soirs après le souper. Mhm. Ou, Apprendre à jouer de la guitare. ouais, ou sortir dans la ruelle puis jaser avec mes voisins, tu sais. Apprendre à faire des gâteaux. Ouais. Ah! Oui, mais tu sais, Je vais sortir tous mes rêves. l'idée, c'est qu'il faut être conscient des choix, puis tu sais, de ce qu'on décide de mettre de l'avant. Et on pourrait commencer à délester les 8000 cours et puis tu sais, le besoin d'assister à tous les 5 à 7 puis de réseauter. Donc, c'est un petit peu vers là que moi, je m'en vais. Dis-moi, Margie, Catherine aimerait poser une action en vue de régler son problème. Est-ce que tu penses à des idées d'action qu'elle pourrait faire, surtout à l'échelle collective? Puis ça, c'est pas évident là, quand on y réfléchit un peu, là, mais... Tu sais, elle pourrait peut-être se lancer un défi avec des proches de son choix. Ça peut être au travail ou dans la famille, en fait. On se donne des défis de déconnexion. Ou ça pourrait être tu sais, avec des proches. On se donne un moment, 1 fois ou 2 semaines, où on va se prendre un café, puis on se réserve ce temps-là pour nous, notre groupe significatif. C'est sûr que c'est pas un geste à grande échelle, mais déjà dans son entourage. Mais ce temps-là, faut se le réserver, il faut se le prévoir. Puis peut-être qu'à un moment donné, mais on sera plus obligé de l'automatiser dans notre agenda. Ça va plus devenir naturel. Est-ce que tu as des lectures vulgarisées que tu aimerais proposer à Catherine? Je vois un petit Oui. livre là, qui repose sur la table. Les gens du soleil en plus, Ouais. là, ça Oui. devrait l'ouvrir. Bien, j'ai amené ce livre-là, c'est Habiter une cage ouverte, qui a été écrit par Caroline Minot, qui est professeure de philosophie au collégial. Dans le fond, c'est un livre qui nous met face au fait qu'on choisit un peu les cages, dans le fond, dans lesquelles on se lie. Donc, tu sais, si on voit le temps comme une cage, toutes les implications, les responsabilités qu'on décide de prendre dans la vie, ben souvent, ça va être des choix quand on est quand même assez privilégié. Et puis, c'est d'essayer d'embrasser ces responsabilités-là et puis d'accepter que, ben, on manque certaines choses parce qu'on s'est disons, engagé, mais qu'il y a plein de choses magnifiques quand on se dit qu'on embarque à 100% dans ce qu'on a décidé de faire. Chez Atelier 10. Exactement. Dans la série Documents. Ce qu'on peut déduire avec la réflexion de Margie aujourd'hui, c'est que ça va prendre des nouveaux modèles masculins pour inciter d'autres hommes à valoriser d'autres choses que le travail. Et bien, ça tombe bien parce qu'au prochain épisode, on va s'intéresser à un organisme dont le mandat est justement d'encourager les masculinités positives. Ouh, j'ai bien hâte d'entendre ça. Moi aussi, Maryse. Es-tu toi un modèle positif de la masculinité? Non, c'est toi. Oh, c'est vrai que je suis non-binaire. On remercie Margie d'Anjou de nous avoir prêté sa voix. Et on rappelle que les sources qui ont été nommées dans l'épisode sont aussi dans la description de l'épisode. Cette première saison est soutenue par le Fonds de recherche du Québec et la chaire entrepreneuriale Altérité Société et Oxfam. Dans le prochain épisode, on rencontre Michael Carlier, cofondateur de l'organisme des Hommes qui changent. Et je pense qu'il n'y a pas un homme aujourd'hui qui peut dire non, moi ça ne me concerne pas du tout, moi j'ai aucun comportement problématique, je suis parfaitement et avec moi-même et avec les autres, c'est à peu près impossible d'arriver là. Michael nous amène l'idée que peut-être que pour un changement social, tout ce que ça prendrait, c'est un bon apocalypse. Mais dans les jours de grand pessimisme, je me dis que de toute façon, ce monde va finir par s'effondrer de lui-même, donc on pourra en inventer un autre. Ça prendra peut-être encore quelques centaines d'années, mais on y parviendra. En fait, j'ai déjà mon bunker de zombies de près dans ma tête, fait que ça devrait bien aller. On se retrouve bientôt. J'ai bien hâte de voir ça, moi. Et c'est fini. J'avoue que, tu sais, des fois, je pense à mon bunker avant de m'endormir.
C'est parce que, tu sais, c'est stressant, la vie. Puis là, je sais pas, tu sais, de me penser à mon bunker avec, OK, il me faut X kilos de pois chiches, sec, évidemment. Puis là, à cet endroit-là, il y aurait les bunk beds, mais tu sais, il faudrait qu'ils se replient. Je sais pas, d'organiser le bunker, c'est comme ça apaisait mon... Ça te déstresse de penser à une situation extrême? Mais je pense que c'est comme une analogie, tu sais, de, hey, ma vie, elle spin dans tous les sens, mais tu sais, le bunker, c'est comme le petit lieu sécure, là. Ah, OK. Je sais pas, ouais. I don't know. J'aime bien les films de zombies aussi, là. Puis il y aurait qui dans ton bunker? Mettons là, qu'il y a quelqu'un là, qui cogne à ta porte puis qui dit ah, aidez-moi, aidez-moi. Tu penses que tu le crois-tu, tu sais? Ben Sauf non. que tu tapes. Non. Ben non, mais c'est parce que c'est pas... C'est plus complexe que ça, là. Tu sais, pour rentrer dans le bunker, t'as comme la porte qui est scellée. Là. Les gens, ils voient pas nécessairement qu'il y a un bunker. Puis il y aurait comme une caméra là, qui permettrait de voir sans que les gens voient qu'il y a un bunker comme ça. Mais je peux voir qu'est-ce que la personne a fait pour savoir est-ce qu'elle mérite de rentrer ou pas. Puis même là, je pense que j'ouvrirais à personne. Tu sais, les gens sont déjà dans les gens qu'il faut sont déjà dans le bunker. Tu sais, je veux dire, il y a un nombre de lits limité, il y a de la bouffe limitée. Tu vas pas faire entrer quelqu'un d'autre. Puis mettons, c'est quelqu'un avec un enfant. C'est quoi, là? Le classique des films de zombies avec les enfants. Ben, c'est ça, c'est que t'es attendri puis que là, tu baisses tes gardes, mais que dans le fond, que l'enfant, c'était un zombie. Exact. Ça arrive tout le temps, là. Tellement les films de zombies. Mais moins depuis que j'ai des enfants, quand même. C'est un peu épeurant d'imaginer un monde de zombies quand t'as des enfants, genre, innocents qui courent mal, puis... Ouais. Tu te dis, au moins, j'ai comme 10 secondes de plus par enfant, là, tu sais. Hey! Non! Dans ta fuite.